L'eau manque dans plusieurs villes africaines et les exemples sont nombreux. Nous vous parlions il y a quelques semaines des pénuries à Dakar ou encore à Bouaké en Côte d'Ivoire. Même la Guinée-Conakry, qui fait figure de château d'eau de l'Afrique, n'est pas épargnée. À qui la faute? Quelles sont les responsabilités, les solutions à envisager? On revient sur vos meilleures contributions avec Sadia Bagagnan, hydrologue. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de commencer, quelles sont aujourd'hui les régions ou zones les plus touchées dans le continent? Déjà, il faut préciser qu'on a deux types de zones qui sont touchées. On a les zones désertiques qui sont touchées tout au long de l'année et ce pendant des années, comme c'est le cas en Mauritanie, dans certaines zones vulnérables comme la Saba. Et on a des zones qui connaissent ces dernières années une croissance démographique très importante avec une urbanisation très grande aussi. Et par exemple, on a des exemples comme Dakar, on a des exemples comme Cape Town en Afrique du Sud. On a aussi des exemples comme Ouagadougou, Bamako qui sont vraiment touchés par ces problèmes de pénurie d'eau. Alors du côté de nos internautes, les commentaires sont assez unanimes. S'il y a pénurie d'eau, la faute revient à l'État. Carlos Papanegro à Cabinda en Angola nous dit « Les dirigeants n'ont que faire de l'eau, l'or, le cobalt, le coltan rapportent beaucoup plus. Aujourd'hui, quelle est la cause principale des pénuries d'eau sur le continent ?» Alors déjà, avant de répondre à sa question, je tiens à préciser que l'Afrique est quand même le deuxième continent le plus peuplé au monde, mais ne dispose uniquement que de 9% des réserves en eau douce. Et cette eau, elle est repartie de façon inégale sur l'ensemble du continent. Avec, à titre d'exemple, en Afrique centrale, on a 50% de ces réserves-là, tandis qu'en Afrique de l'Ouest, on ne dispose que de 5%. Alors déjà, cette inégalité de répartition des ressources est une cause de ces pénuries, qui complique un peu les choses. Et deuxièmement, il faut dire en fait qu'on peut remettre la faute sur l'État parce qu'elle est quand même le garant de l'accès à l'eau potable des populations. C'est à elle de prendre les dispositions nécessaires avec les différentes sociétés de distribution pour satisfaire les besoins. On va y revenir. Alors pour Khadija Koulibaly-Silla, les dirigeants se limitent aux infrastructures qui ont plus de 50 ans. Aujourd'hui, quelle est la priorité? Construire davantage de barrages ou de forages ou de rénover les anciennes structures? Alors, on va dire que ça dépend déjà des zones. Il y a des zones assez reculées, des grandes villes. Pour ces différentes zones-là, la priorité, c'est d'avoir des forages et des retenues d'eau. Tandis que lorsqu'on revient aux grandes agglomérations, il faut mettre beaucoup plus l'accent sur on va dire, le renouvellement des réseaux de distribution et l'adapter aux besoins actuels des populations. Alors, nous avons eu l'exemple du Gabon il y a quelques mois. Il y a parfois des conflits entre les sociétés de distribution et l'État. Qu'est-ce qui est souvent au cœur de la discorde? Alors, pour le Gabon, je dirais que ce n'est un secret pour personne que la société de distribution, elle est privatisée. Alors, pour une société commerciale qui offre un service, il faut tenir compte de la rentabilité. Alors, et deuxièmement, la discorde se situe au niveau du fait que les populations estiment que le coût du mètre cube d'eau est très élevée, tandis qu'elle n'est même pas disponible pour les populations. Donc, par rapport au Gabon, il y avait ce souci entre les gouvernements et la société de distribution. Et ça arrive souvent, ces conflits entre sociétés de distribution et l'État? L'État, ce sont des problèmes qui peuvent arriver parce que c'est à l'État encore, je dirais, d'arriver à trouver le bon accord pour établir un prix juste en fonction du niveau de vie de sa population et puis voilà de son pouvoir d'achat. Alors certains internautes pointent aussi la consommation, comme Amel Chocobon. Le domaine industriel consomme et pollue énormément d'eau. C'est lui le vrai coupable. Quels sont les secteurs finalement qui consomment le plus d'eau sur le continent? Alors, il faut dire que l'industrie vient en seconde position. L'Afrique, en particulier l'Afrique de l'Ouest, elle est majoritairement agricole. Et comme je l'avais dit au cours de ces dernières années, on assiste à une croissance démographique très importante au niveau des populations.
et l'agriculture s'intensifie alors pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc on assiste à des quantités de plus en plus énormes qui sont pompées pour l'irrigation des cultures. Ça, c'est le premier facteur. Et pour revenir à l'industrie, en fait, c'est un secteur qui consomme. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais elle consomme énormément d'eau. Et à titre d'exemple, pour fabriquer un t-shirt, il faut à peu près 3000 litres d'eau, du coton au produit fini. Et lorsqu'on part dans le domaine du traitement des métaux en usine, pour une tonne de cuivre, on a besoin d'à peu près 5000 litres d'eau. C'est pour montrer à quel point, après l'agriculture, l'industrie se positionne comme un secteur qui consomme énormément d'eau. Et du coup, toutes ces activités créent forcément de la pollution. Évidemment. Beaucoup parlent d'un danger qui ne dit pas son nom. Quels sont les problèmes liés à la pollution de l'eau sur le continent ? C'est un problème public numéro 1. Si, l'eau, la question de la potabilité de l'eau doit être une priorité. Et effectivement, on assiste à des pollutions assez importantes. Et la première conséquence que les populations ressentent, c'est les maladies hydriques. On se retrouve avec des maladies comme le choléra, des fièvres. Et ce sont des maladies directes, en fait, liées à la pollution de ces eaux. Et lorsque on va dans un domaine beaucoup plus industriel, comme les sociétés minières et tout, dans certaines zones, il y a un rejet d'arsenic. Alors que l'arsenic, non seulement ça cause des maladies assez importantes et on assiste malheureusement à une intoxication des poissons, ce qui diminue en fait la source d'alimentation des populations locales. La question du changement climatique inquiète aussi nos internautes comme Mohamed Idoual à Bamako. Quelle est sa part aujourd'hui dans les pénuries d'eau actuelles ? Alors, elle a une part très très importante, le réchauffement climatique, parce que on assiste malheureusement à des périodes en fait de sécheresse très longues qui sont alternées ou pas dans certaines zones par des pluies très irrégulières. Et ces épisodes de sécheresse, malheureusement, ne permettent pas de recharger les nappes phréatiques ni les retenues de surface. Et on assiste au contraire à l'évaporation des retenues de surface, donc à une diminution de la ressource. Donc, oui, allez-y. Ah, d'accord. Et cette part du changement climatique, est-ce qu'elle est sous-estimée aujourd'hui par les autorités ? Elle est assez sous-estimée. Je dis ça de façon nuancée parce que les autorités doivent en tenir compte de ce problème beaucoup plus pour adapter, comme je le dis toujours, les besoins en eau de ces populations. Il faut réussir à adapter en tenant compte de ce facteur comme des facteurs de démographie, d'essor économique et d'urbanisation. Alors on va essayer maintenant de voir les pistes à explorer. César Colby, lui, est très radical. Tant que le secteur de l'eau ne sera pas privatisé, il y aura toujours des pénuries. Vous êtes d'accord avec lui? Il faut tout privatiser? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'on a eu des cas où le secteur a été privatisé et on n'a pas eu les effets escomptés. Alors, il faut privilégier des solutions intermédiaires comme trouver des petites entreprises de distribution dans les zones reculées ou dans les zones où le réseau n'atteint pas. Et aussi, il est important que l'État ait un regard sur les prix qui sont fixés pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau, parce qu'il ne sert pas à grand-chose d'avoir de l'eau dont la population ne peut pas s'en procurer. D'ailleurs, souvent, les gens disent que l'eau coûte trop cher. Comment s'établit le prix de l'eau, en fait? Par rapport au prix de l'eau, je dirais en fait que ça dépend. Ce prix varie d'un pays à un autre. Pour la facturation, il y a déjà au niveau des pays des tranches en fait. Si on prend le cas de Dakar, on a 3 tranches. On a une tranche sociale, un tarif plein et un tarif persuasif. La première tranche est subventionnée par
par l'État pour dissuader les gens de consommer beaucoup plus qu'ils n'en ont besoin. Le deuxième tarif est considéré comme normal et le troisième, comme son nom l'indique, c'est pour dissuader les gens. Et maintenant, concernant comment le prix est fixé, il y a 3 facteurs. Le premier, c'est l'eau potable. Le deuxième, c'est une part qu'on appelle souvent les frais d'assainissement. Et la troisième partie, c'est, comment je dirais, c'est les redevances pour les entreprises qui veillent à la protection de l'eau. Alors une dernière piste de Daouda Twogo-Boala en Guinée-Conakry. Lui, il nous préconise de conserver les surplus d'eau de la saison des pluies pour la saison sèche. Est-ce que c'est une piste envisageable? Si, c'est une bonne piste et pas que pour la saison sèche. Ne serait-ce que même pendant les pluies, au lieu d'ouvrir son robinet qui va nous revenir cher, on peut collecter cette eau et voilà, l'utiliser dans les tâches domestiques par exemple. Et pour des réserves plus importantes, on peut utiliser les polytanks, si je ne me trompe pas, les polytanks qui vont stocker l'eau et elle peut être utilisée évidemment en saison sèche. Merci beaucoup Sodia Bagagnan, hydrologue, d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Merci beaucoup. Merci à